Après avoir fait une mise à jour pour ce qui était du développement de traitements pour la COVID-19, on va faire la même chose pour les vaccins. Alors, ce qui est particulièrement impressionnant dans le cas de COVID-19, c'est la vitesse avec laquelle des vaccins ont été développés dans les 8 ou 10 derniers mois. En fait, ce graphe ici montre le temps qui s'est écoulé entre la découverte de euh, certains microbes émergents et le début d'essais cliniques pour des vaccins contre ces microbes. Alors, il y en a certains pour lesquels il n'y a encore eu aucun vaccin de vraiment testé chez l'humain, comme la fièvre de Lassa, par exemple. Il y en a certains pour lesquels ça a pris beaucoup de temps, comme le Zika, qui a été découvert juste après la Deuxième Guerre mondiale. Les vaccins ont commencé seulement depuis euh, depuis quelques années. Et puis, comme vous le verrez dans le cours, ils ont été arrêtés pour cause de nombre insuffisant de personnes affectées. Dans le cas de la COVID-19, la pandémie a commencé au mois de novembre en Chine. La séquence du virus a été rendue publique début janvier et les premiers essais cliniques vaccinaux chez l'humain ont commencé pendant le mois de mars. Donc, c'est moins de 3 mois entre la description du pathogène et le début des essais cliniques chez l'humain. Alors, c'est vraiment un record. Ça bat de loin tout ce qu'on a pu voir avant pour toute autre maladie. Il y a quelques mois, on disait, et j'ai peut-être dit, qu'il fallait attendre qu'un vaccin soit disponible en 2021. Les choses, en réalité, avancent tellement bien que les premières doses vaccinales seront probablement disponibles avant la fin de 2020. C'est évident qu'il n'y aurait pas assez de doses pour immuniser la majorité de la population. Alors, il va y avoir certaines personnes qui vont être priorisées, notamment évidemment les travailleurs du réseau de la santé. Cette diapo montre certains des types de vaccins qui sont en développement ou qui sont en essai clinique pour la COVID-19. En réalité, à peu près toutes les stratégies vaccinales qui sont connues ont été appliquées pour développer des vaccins sur COVID-19. Il y a littéralement des centaines de vaccins contre COVID-19 en développement, avec quelques dizaines qui sont présentement testés chez l'humain. Alors, on a certaines stratégies classiques de développement de vaccins, par exemple ce qu'on appelle le virus inactivé. Alors, dans ce type de vaccin, on va cultiver des quantités importantes de virus qu'on va ensuite inactiver physiquement ou chimiquement. Alors, ça peut être par traitement avec certains produits chimiques, ça peut être par exemple avec la chaleur, ça peut être une combinaison de plusieurs choses. Ce type de vaccin ne sera probablement pas celui qui sera le premier à aboutir à un vaccin fonctionnel pour utilisation chez l'humain. En tout cas, ce n'est pas la stratégie qui a été choisie par les principaux acteurs dans ce domaine. Même chose pour la stratégie qu'on appelle de virus atténué. Donc, dans cette stratégie-là, nécessite de faire croître le virus dans des conditions menant à des mutations dans sa séquence qui le rendent moins pathogénique chez l'humain tout en préservant un certain niveau de capacité de réplication. Donc ça permet
au vaccin d'être très immunogène parce qu'il y a un petit peu de réplication sans provoquer de maladie chez l'humain. C'est la voie qui est suivie pour le vaccin contre la rougeole, par exemple, ainsi que pour le vaccin contre la varicelle. Il y a des vaccins qui sont en développement, qui suivent cette stratégie pour COVID-19. Probablement que là encore, ça ne fera pas partie des premiers vaccins qui auront fini les essais cliniques. Ensuite, il y a des vaccins qui peuvent être constitués de certaines protéines virales purifiées. Okay. C'est ce qu'on a pour certaines maladies comme l'hépatite B, par exemple. Là encore, il y a des personnes qui travaillent là-dessus. Également, ce qu'on appelle des particules qui ressemblent à des virus, virus-like particles, et ce type de vaccin, en fait, est développé en exprimant certaines protéines du virus, principalement certaines protéines de structure, ce qui va permettre la formation d'une particule qui ressemble à une particule virale, mais cette particule ne possède pas de génome viral et donc elle n'est pas infectieuse. Cependant, elle peut pénétrer dans des cellules humaines et donc aboutir à la présence, ce qu'on appelle la présentation antigénique des protéines du virus qui va au final aboutir à une réponse immune contre ces protéines. Donc on utilise certaines caractéristiques du virus, principalement leur capacité à pénétrer dans les cellules, mais sans que ces virus soient infectieux. Là encore, il y a des VLP en développement pour COVID-19, mais ce sera pas le premier vaccin qui arrivera sur le marché. Ce qui est intéressant dans le cas de COVID-19, c'est que ça a forcé l'industrie à accélérer un petit peu toutes leurs plateformes innovantes de production vaccinale. Et en réalité, les vaccins qui ont le mieux avancé et avancé le plus rapidement, ce sont ceux qui utilisent de nouvelles technologies qu'on n'a pas l'habitude de voir pour les autres maladies. Donc, un exemple de ça, ce sont des vecteurs qu'on appelle des vecteurs viraux, mais qui sont en particulier les vecteurs adénoviraux. Donc l'adénovirus, c'est un virus qui infecte l'humain ainsi que bien d'autres animaux, qui d'une façon générale est inoffensif, qui peut causer des rhumes. Cet adénovirus, on peut le modifier de façon à le rendre encore plus inoffensif et puis on peut insérer dans son génome certains gènes codant pour des protéines du virus pour lequel on veut un vaccin. Donc en l'occurrence, ce qui va être utilisé, c'est essentiellement la protéine Spike, donc la protéine S de COVID-19. Alors, il y a deux de ces vaccins basés sur des vecteurs adénoviraux qui sont présentement en essai clinique chez l'humain. Un de ces vaccins utilise un vecteur adénoviral utilisant un adénovirus basé sur un adénovirus humain et l'autre basé sur un adénovirus de chimpanzé. Ensuite, il y a des vaccins également en essai clinique qui sont des vaccins, ce qu'on appelle à ADN. Alors, c'est simplement de l'ADN pur qui va contenir une cassette d'expression pour un ou pour plusieurs gènes du microbe. Et cet ADN va être ensuite injecté typiquement dans les muscles du récipiendaire humain. Et ça va aboutir à l'expression de protéines virales et donc à une réponse immune contre ces protéines. C'est un peu le même principe pour les vaccins basés sur l'ARN. C'est de l'ARN pur. L'ARN va être encapsulé dans des liposomes et ça va être livré de cette façon par injection. Et une fois que ces liposomes auront pénétré dans les cellules humaines, eh bien, les ARN vont pouvoir exprimer la séquence génique qu'ils portent. Et là encore, ça va aboutir à une protéine virale contre laquelle il y aura une réponse immune. Alors, je parlerai moins du dernier type de vaccin parce que il est beaucoup moins avancé que les autres, il est beaucoup plus complexe biologiquement et puis
il a pas mal moins de chances d'arriver à une solution globale. Parmi les vaccins qui sont présentement en développement, je vous l'ai dit, il y en a il y en a certainement plus de 10, mais moins de 50. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, qui sont présentement dans des phases d'essais cliniques chez l'humain. On peut facilement distinguer parmi ces vaccins ceux qui sont un petit peu en avant de la course. Alors, parmi ceux-ci, on a deux vaccins basés sur des vecteurs adénoviraux. Donc, comme je vous l'avais dit, un basé sur un adénovirus humain. Ça, c'est un vaccin qui est développé en Chine par CanSino Biologics. Et l'autre basé sur un adénovirus de chimpanzé qui est développé par AstraZeneca, essentiellement en Angleterre. Je vous ai mis en passant pour tous ces vaccins les numéros correspondant, des numéros d'identification qui sont assignés par le site clinicaltrials.gov, qui est un site du NCBI américain et qui c'est un site sur lequel la plupart des gens à travers le monde vont déposer leurs essais cliniques qui sont en cours, que ce soit pour des médicaments ou que ce soit pour des vaccins. Ensuite, il y a deux vaccins qui sont des vaccins à ARN. L'un qui est fabriqué par Moderna en association avec une plus petite biotech, et l'autre qui est fabriqué par Pfizer en association avec BioNTech. Ce sont deux vaccins qui se ressemblent beaucoup en réalité. Alors, il y a déjà des premiers résultats qui ont été publiés avec ce vaccin, et dans cette présentation, on va en fait se focuser sur ces vaccins parce que ce sont vraiment premièrement les plus probables, les vaccins qui seront probablement prêts le plus tôt. Et aussi, ce sont des vaccins vraiment très innovants par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Et enfin, une compagnie du nom de Inovio a un vaccin qui est un vaccin utilisant de l'ADN. J'ai indiqué les dates de début des essais cliniques pour ces différents vaccins et vous voyez qu'ils ont tous débuté en mars ou en avril. Donc, et pour certains, comme on le verra, les résultats de phase 3, que ce soit des résultats intermédiaires ou des résultats finaux, devraient être publiés d'ici la fin de ce mois-ci, donc d'octobre 2020. Alors, les choses ont vraiment avancé très vite. Tous ces vaccins ont en commun la stratégie de stimuler la production d'anticorps par les gens immunisés, d'anticorps dirigés contre la protéine S, donc la protéine Spike qui, je pense que vous le savez maintenant, est la protéine qui permet au virus de reconnaître son récepteur à la surface des cellules et d'entrer dans ces cellules. Quand on va voir des résultats d'études d'essais cliniques de ces vaccins, il y a deux types de résultats qui sont inclus dans ces études. Premièrement, des titrations d'anticorps. Alors, on a un vaccin qui est conçu pour stimuler la production d'anticorps dirigés contre la protéine S. Eh bien, il y a des façons de quantifier la présence de ces anticorps dirigés contre la protéine S. Et ça utilise l'ELISA. Il y a une autre méthode qui est également omniprésente dans ces articles, qui est une méthode permettant l'analyse de la fonction de neutralisation de ces anticorps qu'on verra juste après. Alors, commençons par expliquer comment fonctionnent les ELISA qui permettent de quantifier les anticorps dirigés contre S dans les sérums des patients. Pour réaliser un tel ELISA, il faut bénéficier, il faut être capable de produire l'antigène qui est l'antigène cible en laboratoire. Okay. Alors, l'antigène, donc, ça va être la protéine S en entier. Ça peut être aussi seulement une partie de la protéine S, qui est le domaine qu'on appelle le domaine RBD ou RBD. Ça veut dire Receptor Binding Domain. Alors, c'est le domaine
de la protéine S qui est responsable pour se fixer au récepteur viral qui est le récepteur ACE2. Okay. Alors, comme vous êtes capable de produire cette protéine S ou le domaine RBD, eh bien, ce que les compagnies qui font ces tests vont faire, c'est avoir une solution pour fixer de façon stable ces protéines sur une surface solide. La surface solide, alors ça va être le fond et puis les parois de puits de plaques 96 puits comme celle-ci. Ensuite, il y a une étape de lavage où on va enlever ce qui ne s'est pas fixé. Et puis, on va ajouter donc du sérum qui provient des patients. Dans ce sérum, il va y avoir tout un tas d'anticorps parmi lesquels on va avoir ou non des anticorps dirigés contre la protéine S. Ensuite, il y a une étape de lavage et on élimine tous les anticorps qui ne sont pas fixés à l'antigène. Les seuls anticorps qui restent à ce moment-là, normalement, ce sont des anticorps dirigés contre la protéine S. Et évidemment, il faut révéler leur présence. Alors, on va venir avec un deuxième anticorps qui, lui, ne vient pas des patients, qui est quelque chose qui est produit en laboratoire, qui va être souvent des anticorps d'animaux, comme par exemple des anticorps de lapin qu'on aurait immunisés avec des anticorps humains. Et donc les lapins produisent des anticorps dirigés contre les anticorps humains. Okay. Et ces anticorps-là, ils ont été modifiés de façon à être couplés à une enzyme. Et cette enzyme permet, lorsqu'on ajoute le substrat adéquat, d'avoir une réaction qui permette de révéler sa présence. Alors, le produit de la réaction, ça va être un produit colorimétrique, comme c'est montré ici. Parfois, c'est un produit lumineux, voire fluorescent. Lorsqu'on ajoute le sérum des patients, donc qui sont les anticorps symbolisés en jaune ici, vous comprenez qu'on peut ajouter du sérum non dilué, mais on peut aussi diluer ce sérum. Et lorsqu'on dilue ce sérum, évidemment, on va diminuer le signal qu'on obtient à la fin, parce que si on a moins de l'anticorps humain, ben, on aura également moins de l'anticorps secondaire par-dessus. Et donc, on va obtenir quelque chose qui ressemblerait à ça. Ça ici, ce sont des dilutions de 2 en 2 de sérum humain dans un test ELISA de ce genre. Et donc, vous avez une dilution minimale à partir de laquelle vous obtenez un signal qui est un signal significatif. Alors, évidemment, ça va dépendre. Il faut que ce soit déterminé pour chaque test. Je dirais qu'ici, ce serait probablement cette dilution-là. Et puis, pour celui-là, ce serait cette dilution-là. Alors, ce sérum-là, il a fallu le diluer davantage avant qu'on perde le signal. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans ce sérum-là, il y avait davantage d'anticorps dirigés contre l'antigène que dans ce sérum-là. Okay. Et dans les deux cas, il y en avait beaucoup plus que dans ce sérum-là, puisque vous voyez que dès qu'on commence à diluer, on perd le signal spécifique pour celui-ci. Donc, en utilisant ces systèmes de dilution en série, on peut en arriver à un titre d'anticorps dirigés contre un antigène précis qu'on choisit nous-mêmes. Okay. Le deuxième test que vous allez voir dans ces articles, c'est un test de neutralisation. Alors, c'est bien beau de révéler la présence chez les gens à qui vous avez administré le vaccin, la présence d'anticorps dirigés contre la protéine S, mais ce qui nous intéresse en bout de ligne, c'est d'avoir des anticorps qui sont capables de bloquer le virus dans sa réplication. Et donc, pour ça, on va tester la capacité donc, de ces anticorps à neutraliser le virus. Alors, vous êtes maintenant déjà familier de ce concept. On l'a expliqué dans d'autres présentations, mais ici, je vais expliquer de façon succincte comment on fait des tests permettant de quantifier l'activité de neutralisation. Alors là encore, ça part du sérum des gens qui ont été immunisés. Évidemment, on va utiliser comme contrôle des gens qui n'ont pas été immunisés, qui n'ont pas reçu le vaccin. Okay. Et ce sérum, on va le diluer de 2 en 2. Okay. Et on va l'incuber avec des particules virales. On peut utiliser soit le virus SARS-CoV-2, qu'on appellerait donc le virus de type sauvage, okay,
Ou on peut utiliser quelque chose que beaucoup de laboratoires font, qui est de prendre un autre virus qui ne pose pas de danger de biosécurité à l'expérimentateur. Okay? Et cet autre virus, on l'a modifié de façon à ce qu'il exprime à sa surface la protéine S de SARS-CoV-2. Okay? Donc ça, ce qu'on appelle ici, c'est un virus pseudotypé ou un pseudovirus, comme ils l'ont indiqué ici. Le pseudovirus qui est le plus souvent utilisé, c'est un vecteur lentiviral, donc un vecteur dérivé du VIH, dans lequel l'enveloppe naturelle du VIH a été éliminée et est remplacée par la protéine d'enveloppe de SARS-CoV-2, qui est la protéine S. Okay. Une fois qu'on a mélangé ces virus ou pseudovirus avec les différentes dilutions d'anticorps, on va ajouter le tout sur des cellules. Okay? Et ces cellules, ce sont des cellules potentiellement infectables par le virus. Et typiquement, ensuite, vous allez attendre 2 jours ou un petit peu plus et mesurer l'infection. Il y a 2 façons de mesurer l'infection. Si vous utilisez du virus de type sauvage, ce que vous allez rechercher, c'est la propagation du virus dans ces cellules et donc vous allez chercher la présence d'effets cytopathiques. Okay? Le virus va tuer les cellules, alors typiquement, quand le virus tue les cellules, vous voyez la destruction cellulaire, vous voyez aussi des cellules qui fusionnent entre elles, on appelle ça des syncytia. Et dépendant du type cellulaire utilisé, vous pouvez parfois voir des plages de lyse, c'est-à-dire que dans votre tapis cellulaire, vous allez avoir un trou à l'endroit où le virus se propage. Okay? Donc, vous allez pouvoir mesurer un titre d'anticorps en regardant le niveau de réplication du virus pour chacune de ces dilutions. Okay? Lorsque vous utilisez un pseudovirus, donc un vecteur lentiviral qui a à sa surface la protéine S, c'est encore plus simple parce que ces vecteurs-là ont été modifiés de façon à avoir un gène qu'on appelle un gène rapporteur. Alors, celui qui serait le plus fréquemment utilisé, c'est un gène codant pour la luciférase. La luciférase permet de faire une réaction luminométrique, okay? Donc qui est très facilement quantifiable, et donc ça va aller bien plus vite que d'observer au microscope ce qui se passe. Okay. OK, donc j'ai dit que dans ce cours, on allait parler des vaccins à ARN. Alors, je trouve ça utile d'introduire les vaccins ARN et ADN, d'avoir une diapo simple montrant leur mécanisme d'action. Dans les 2 cas, typiquement, l'ARN ou l'ADN vont être encapsulés dans des liposomes. Cependant, pour les ADN, il y a certaines compagnies qui utilisent des stratégies où il n'y a aucune encapsulation dans les liposomes et à la place, ils ont une technique de légère électrocution au site d'injection pour faire entrer l'ADN dans les cellules. D'accord ? Dans tous les cas, l'ARN ou l'ADN va rentrer dans les cellules. Lorsque c'est encapsulé dans des liposomes, cette entrée, elle va se faire via endocytose. Donc, il va y avoir passage dans l'endosome et à un moment donné, il va y avoir fusion entre la paroi lipidique du liposome et puis la membrane lipidique de l'endosome. Et donc, dans le cas de vaccin à ADN, cet ADN va être transporté dans le noyau, comme il est tout à fait normal pour de l'ADN. Dans le noyau, l'ADN va être transcrit en ARN, un ARN messager. L'ARN messager va sortir du noyau et dans le cytoplasme va être traduit en protéines. Donc, les protéines vont être donc l'antigène. Dans notre cas, je vous rappelle, c'est la protéine S. Dans le cas des vaccins ARN, c'est encore plus simple puisque ce qui est livré, c'est directement de l'ARN messager qui va être directement traduit en protéines. Et ces protéines S, une fois qu'elles ont été synthétisées dans le cytoplasme, eh bien, une partie d'entre elles vont être dégradées par
un complexe cellulaire qu'on appelle le protéasome. Et puis, les petits peptides qui sont les produits de cette dégradation vont être ensuite présentés à la surface de la cellule par des molécules qu'on appelle les complexes majeurs d'histocompatibilité. Et cette présentation va aboutir à ce qui est, peut aboutir en tout cas, si tout va bien, à ce qu'il y ait des anticorps qui soient produits, qui sont dirigés contre ces peptides. Et ces anticorps vont évidemment être produits par les lymphocytes B. Parmi toutes la plupart des cellules peuvent présenter des antigènes de cette façon, mais certaines cellules sont bien plus efficaces pour ce processus, et on les appelle les cellules présentatrices d'antigènes professionnels. Les plus connues, ça va être les cellules dendritiques. Okay? Alors, quand on injecte un vaccin ARN ou un vaccin ADN à une personne qu'on cherche à immuniser, eh bien, on s'attend et on espère qu'il y a une petite partie de cet ARN ou d'ADN qui va donc pénétrer dans des cellules dendritiques ou d'autres cellules présentatrices d'antigènes professionnels. Alors, le premier vaccin ARN dont on va parler, c'est le vaccin qui est produit par la compagnie Moderna. Okay? Et l'ARN messager qui est introduit, ils leur ont donné un nom, parce qu'évidemment, ils ont pas mal de projets utilisant de l'ARN dans cette compagnie. En passant, c'est une compagnie qui est spécialisée dans pas seulement les vaccins, mais les thérapies basées sur l'ARN. Et donc, pour eux, c'est l'ARN messager 1273. Cet ARN messager exprime évidemment la protéine spike de SARS-CoV-2. Ils l'ont encapsulé dans des nanoparticules lipidiques. Okay? Et ils ont un essai de phase 1 donc les essais de phase 1 typiquement utilisent quelques dizaines de volontaires et on va tester des doses croissantes des doses croissantes du vaccin qu'on administre. Et puis, l'objectif principal de ces essais de phase 1, c'est de regarder l'innocuité. Alors, on va examiner les volontaires dans tous les sens pour rechercher la présence d'effets indésirables. Les effets indésirables, ils peuvent être locaux, par exemple de la rougeur au site d'injection, ou bien ils peuvent être systémiques, par exemple de la fièvre, des maux de tête, etc. Une chose que je pourrais ajouter aussi sur cet ARN qui est utilisé par Moderna ainsi que pour l'autre compagnie, c'est que cet ARN, il est modifié. Okay? Il a été modifié de façon à diminuer les risques que l'ARN vaccinal lui-même soit reconnu comme une molécule étrangère contre laquelle il faudrait qu'il y ait qui pourrait déclencher des processus d'inflammation chez les gens qui reçoivent ce vaccin. Okay? Et ces modifications vont également augmenter la stabilité de l'ARN messager. Alors, je ne vous donnerai pas le détail sur en quoi consistent ces modifications exactement. Okay? Donc, voyons maintenant les résultats de façon succincte, évidemment. Alors, ici, on a ici des titres d'anticorps dirigés contre la protéine S. Okay? Chez les gens qui ont reçu 25 ou 100 ou 250 microgrammes de l'ARN messager, donc 1273. Okay? Ce titre viral, il a été déterminé par ELISA en utilisant un système de dilution en série, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt. Okay?
Et le titre, il est évidemment très faible pour au jour, dans le fond, ou au lendemain de l'administration du vaccin. Okay? En réalité, ici, on peut considérer que c'est 0. D'accord? Après l'administration, on voit une augmentation assez rapide des anticorps dirigés contre S. On la voit dès 15 jours après l'administration. On voit très bien qu'il y a des anticorps en quantité importante. Ça, c'est le cas pour les 3 concentrations de vaccins qui sont utilisés, 25, 100 ou 250 microgrammes. On voit quand même une petite augmentation qui corrèle avec la quantité de vaccins qui a été utilisé, mais même utilisé à plus petite quantité, vous voyez que ça fonctionne quand même très bien. Ce qui est intéressant ici, c'est que tous les gens qui ont reçu le vaccin ont ce qu'on appelle séroconverté, c'est-à-dire qu'ils font tous des anticorps dirigés contre la protéine S. Okay? Il n'y a personne qui a un point qui est encore ici. D'accord? Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, et on verra que c'est la même chose dans l'autre, c'est qu'ils ont inclus dans l'étude des sérums provenant de patients convalescents. Okay? C'est-à-dire des gens qui ont eu COVID-19, qui s'en sont remis, qui ont accepté de donner un petit peu de sang. Et dans leur sérum, évidemment, on trouve des anticorps dirigés contre S, et on en trouve dans des quantités similaires à celles qu'on en trouve chez les personnes immunisées. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire évidemment que si les gens qui sont convalescents sont immunisés contre COVID-19 avec ce niveau d'anticorps, eh bien, il y a de bonnes chances que les gens qui reçoivent le vaccin seront également, eux aussi, protégés contre l'infection. Ensuite, ici en B, c'est une autre expérience de titration d'anticorps par ELISA. Cette fois-ci, dans l'ELISA, l'antigène qui a été utilisé, c'est non pas la protéine S dans son entier, mais le domaine RBD de la protéine S, donc le domaine qui reconnaît le récepteur. Et comme on le voit, là encore, il y a production d'anticorps à des niveaux très intéressants, avec une légère augmentation pour les doses les plus fortes du vaccin, et en réalité des concentrations en anticorps qui sont supérieures à ce qu'on trouve chez les patients convalescents, en tout cas lorsqu'on regarde après un mois. Ensuite, en C, ce sont les titres, cette fois-ci, de neutralisation du virus. Là, ce qu'ils ont utilisé, c'est non pas le virus de type sauvage, mais un vecteur lentiviral pseudotypé, c'est-à-dire dont l'enveloppe a été remplacée par la protéine S du virus SARS-CoV-2. Et on voit qu'à partir d'1 mois après la première administration du vaccin, il y avait la présence d'anticorps neutralisants en quantité importante. Là encore, ça augmente lorsque la dose de vaccin utilisée augmente. Okay? Et donc, ça, c'est évidemment une très bonne chose, parce que ça signifie que non seulement il y a des anticorps contre S, mais ils sont fonctionnels, ils sont capables d'empêcher des particules virales portant S à leur surface de pénétrer dans les cellules qui ont le récepteur. À noter là encore que tous les patients montrent la présence de certaines d'anticorps neutralisants à un certain degré. Personne n'est à 0. Okay? Si on regarde ici à 100 microgrammes ou à 25 microgrammes, bon, il y en a certains pour lesquels le titre est un petit peu bas, mais ça reste quand même supérieur à ce qu'il était au début de l'expérience. Ici, c'était un autre test de neutralisation.
qui a été fait seulement à 25 et 100 microgrammes et puis seulement en utilisant du sérum prélevé à 43 jours. Ce test de neutralisation-là, il a été fait, lui, avec le virus de type sauvage au lieu que ce soit du virus pseudotypé. Et puis, on voit les résultats sont très nets. Il y a des titres importants d'anticorps neutralisés chez ces volontaires qui ont reçu le vaccin. Alors, en conclusion, il y a des résultats que je n'ai pas montrés, mais dans les essais cliniques de type 1, il n'y a pas été observé de réaction indésirable sérieuse chez les gens qui ont reçu ce vaccin, même les gens qui ont reçu aux doses les plus élevées. Comme je vous l'ai dit, ils ont été capables de comparer les titres en anticorps, que ce soit des anticorps anti-S ou bien le titre en anticorps neutralisant. Ils ont pu comparer ça à se trouver chez les personnes convalescentes et puis c'était comparable, voire supérieur. La chose que je n'avais pas précisée, c'est qu'il y avait 2 immunisations dans ces essais de phase 1. Je pense que la première était environ un mois après la deuxième était environ un mois après la première, et puis après la deuxième immunisation, il y avait une hausse très marquée des titres en anticorps. C'est ce qu'on a pu observer lorsqu'on a regardé dans les diapos. Donc les titres sont plus élevés pour les volontaires qui ont reçu les doses les plus élevées et toutes les personnes immunisées ont séroconverté. Alors, ce vaccin de Moderna, il est présentement dans des phases 3. Alors, lorsqu'on a des essais cliniques, la phase 1, c'est réalisé typiquement sur quelques dizaines de personnes de façon à regarder les effets indésirables. La phase 2, c'est à nouveau sur quelques dizaines, parfois ou quelques centaines de personnes, c'est pour regarder l'efficacité. Et la phase 3, c'est pour, normalement, regarder l'efficacité sur un échantillon beaucoup plus important de personnes. Pour ce qui est des vaccins dirigés contre Covid-19, souvent les phases 2 et 3 ont été mélangées. C'est-à-dire que les compagnies ont pris des décisions très tôt d'aller tout de suite vers des essais cliniques beaucoup plus larges. Alors, pour ce qui est de Moderna, on a un essai de phase 3 qui est en cours, qui a environ 30 000 participants qui ont été intégrés. Les résultats, donc le début de ces essais ont commencé en juillet pour ce qui est de la phase 3. Évidemment, ça avait commencé en mars ou avril pour ce qui est de la phase 1. Et les résultats sont attendus le 27 octobre. Alors, comme je vous l'ai dit, à fin octobre, il va y avoir plusieurs compagnies qui vont annoncer leurs résultats. Moderna, ça va être l'une d'elles. Et possiblement même avant la fin d'octobre. Peut-être que ce sera aujourd'hui ou demain. OK. On va passer à l'autre vaccin à ARN qui est développé. C'est celui qui est développé par Pfizer en collaboration avec une plus petite compagnie qui avait en fait démarré le projet, qui s'appelle BioNTech. Et le projet a été racheté par Pfizer. Les deux collaborent là-dessus. Il s'agit en réalité de 2 vaccins à ARN, l'un qui s'appelle BNT162B1 et l'autre s'appelle BNT162B2. Il y a eu une publication montrant les résultats de phase 1 pour BNT 162B1, une autre publication qui n'est pas encore publiée, mais il y a une pré-publication qui est disponible pour montrant une comparaison entre B1 et B2. Et puis depuis, on a su qu'en réalité, c'est B2 qui est maintenant en phase 2 et en fait en phase 2 plus 3 de tests cliniques. Alors, 162B1 est un ARN messager qui code non pas pour toute la protéine S, mais pour seulement le domaine RBD de la protéine S, donc celui qui se lie au récepteur viral ACE2. Alors que le vaccin B2, lui, est code pour la protéine entière. Donc le vaccin B2, en réalité, c'est quasiment la même chose que le vaccin de Moderna dont on a parlé jusqu'à présent. Là encore, l'ARN est modifié pour diminuer sa détection par des facteurs d'immunité innée, c'est-à-dire qu'on va diminuer les risques d'inflammation causés par le vaccin.
Okay? Et on va en même temps augmenter sa stabilité. Et là encore, comme pour Moderna, ce vaccin-là, il va être encapsulé dans des nanoparticules lipidiques qui vont permettre à l'ARN de rentrer dans les cellules. Okay? Alors, comme je le disais, les résultats de phase 1 pour 162B1 ont été publiés. Alors, je vais vous montrer juste ces deux résultats pour ce qui est de cette étude. Là encore, ils ont regardé le titre en anticorps dirigé contre le domaine RBD de la protéine S, là encore par ELISA, en utilisant des dilutions limites, comme je vous l'ai expliqué. Et chez les personnes qui ont reçu 10 microgrammes d'ARN ou 30 microgrammes ou 100 microgrammes, dans tous les cas, il y a eu des anticorps anti-RBD qui sont produits. Okay? Évidemment, c'est comparé ici à un contrôle négatif P qui est placebo. Donc, ces gens-là, les placebos ont été on leur a injecté, eux, soit une solution qui ne contenait pas d'ARN ou qui contenait un autre ARN qui n'avait rien à voir avec COVID-19. HCS, ce sont des sérums provenant de patients humains, donc convalescents. Okay? Et comme pour Moderna, on voit que les anticorps sont produits, que tous les patients, pas tous les patients, ce ne sont pas les patients, tous les volontaires ont séroconverté, okay, produisent des anticorps, et ils en produisent autant, voire plus que les gens qui sont convalescents de la COVID-19. Okay. Ici, c'est une expérience montrant la présence d'anticorps neutralisants chez ces patients. Et là encore, on voit la présence d'anticorps neutralisants. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que les personnes qui ont reçu la dose la plus forte du vaccin, qui ont reçu 100 microgrammes, eux, en réalité, produisent beaucoup moins d'anticorps neutralisants que les gens qui ont reçu 10 ou 30 microgrammes. Okay? Alors, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué, mais c'est clair que d'avoir cette dose élevée n'est pas bénéfique comparé aux autres doses. Pour ce vaccin, exactement comme pour l'autre vaccin, il y avait 2 injections d'ARN messager. Donc, le premier, évidemment, est à jour au jour 1. Okay. La deuxième, ici, c'est à 21 jours. Et comme dans l'étude de Moderna, on constate qu'après la deuxième injection, il y a une augmentation très rapide et très importante de la quantité d'anticorps qui sont produits, ainsi que de la quantité d'anticorps neutralisants. Dans un autre article de la même équipe, il est fait une comparaison entre les vaccins B1, qui, je vous le rappelle, consiste seulement à exprimer le domaine RBD, et le vaccin B2 qui consiste à exprimer la protéine S dans son entier. Okay? Et je vais simplement vous montrer les résultats d'analyse d'effets indésirables après que ces vaccins aient été administrés aux volontaires. Donc, pour ça, ils ont un code de couleur où la couleur vert montre qu'il y a des effets légers, ou la couleur bleue des effets modérés, et puis la couleur noire des effets sévères. Okay? Rouge, ce serait le grade 4, ça voudrait dire que la vie de ces volontaires serait potentiellement à risque. Pour ce qui est des effets systémiques, une des choses qu'ils regardent, c'est la fièvre. Et vous voyez qu'en fonction de la fièvre qui est montrée par les patients, eh bien, on les classe parmi les légers, modérés, sévères ou grade 4. Alors, d'une façon générale, ce qu'ils ont observé, c'est que les effets indésirables étaient plus prononcés chez les patients recevant
le vaccin B1 que chez les patients, pardon, pas les patients, les volontaires, recevant le vaccin B2. Donc, vous pouvez juste comparer verticalement ce qui est observé. Alors là, j'ai expliqué un petit peu ce qu'était pour la fièvre, mais cette gradation des effets indésirables, ils en ont une similaire pour ce qui est de la sensation de fatigue, pour ce qui est des tremblements. Ils ont testé deux doses différentes de vaccins également. Donc, d'une façon générale, vous voyez qu'il y a davantage de bleu et de noir combinés dans les graphes du haut que dans les graphes du bas. Et pour cette raison, dans le fond, ils ont décidé d'aller de l'avant avec le vaccin B2, donc qui codait pour la protéine dans son entier, parce que ça semblait être associé à moins d'effets secondaires indésirables donc pour les patients. Alors, dans le fond, ils sont en train d'aller de l'avant avec des essais cliniques avec un vaccin qui est quasiment la même chose que le vaccin Moderna. Donc, comme je le disais, phase 2 et phase 3 sont en cours pour ce vaccin. Eux, ils ont environ 44 000 participants. Je crois que je l'ai dit pour Moderna. Moderna en a 30 000. Mais vous voyez que quand on est en phase 3, ce sont vraiment des essais cliniques avec vraiment beaucoup de volontaires. Les premiers résultats sont attendus pour juin 2021 avec les résultats définitifs complets pour la fin de l'année 2022. Mais si les autres compagnies font des annonces à la fin de ce mois-ci, on peut prédire que Pfizer feront également une annonce de ce qu'ils ont obtenu jusqu'à présent. Donc, les choses semblent bien aller pour ce qui est du développement de vaccins contre la COVID-19. Les vaccins fonctionnent dans le sens qu'ils sont immunogéniques, ils aboutissent à la production d'anticorps et ces anticorps sont neutralisants. Mais évidemment, les anticorps sont neutralisants par rapport à des souches de laboratoire du virus. Donc, c'est un petit peu tôt pour savoir à quel point le vaccin va fonctionner contre des souches naturelles du virus et qui notamment vont prendre en compte la diversité du virus. Donc, pour dire les choses autrement, dans ces études, on a testé une souche de SARS-CoV-2. D'accord, en termes de sensibilité aux anticorps des patients. Alors évidemment, on n'a pas testé toutes les souches qui existent et on peut toujours, il y a toujours la possibilité que le virus évolue pour échapper aux anticorps qui sont associés à un vaccin particulier. Ce type d'échappement, c'est quelque chose qu'on a vu à maintes reprises pour le VIH, qui est un virus pour lequel on n'a jamais réussi à produire un vaccin qui fonctionne. On a des raisons de penser que ce type de problème sera moins présent pour un vaccin contre un coronavirus. Les coronavirus ont tendance à évoluer moins rapidement qu'un virus comme le VIH. Alors, je pense que tout le monde est un petit peu optimiste qu'il y a au moins un de ces vaccins et fort possiblement plusieurs de ces vaccins qui vont fonctionner de façon adéquate. Alors, on en saura beaucoup plus probablement d'ici quelques semaines.